CQFD. On vous l'annonce depuis le début de l'émission, notre studio, on peut le dire, s'est transformé en laboratoire. Sur la table derrière nous, on a organisé un petit atelier, comme ça, un petit labo. Il y a des béchères, c'est-à-dire des espèces des espèces de cloches en verre, hein, voilà. Enfin non, il y a un bécher, c'est plutôt un récipient dans lequel on peut mettre de la farine, par exemple, quand on fait de la cuisine. Oui, si vous voulez, soyez simple. Hein, ouais. Il y a des pompes à vide, il y a des tuyaux en caoutchouc, il y a comme des cloches en verre, comme je le disais. Enfin, il y a un peu de matériel. Il y a des S, des crochets de boucher. Oui. Voilà, c'est pas très rassurant tout cela. On va réaliser en direct quelques expériences, peut-être explosives, j'en sais rien, on va voir ça dans un instant, des expériences qui raviveront quelques souvenirs à certains de nos auditeurs, hein, Sarah Diren. Non, il n'y a pas un nouveau conseiller, non? Conseiller fédéral, oui. Fédéral, oui. Qui était jeune à l'époque, qui était vaudois et oui. qui a suivi peut-être ses cours de sciences. Ses cours de sciences, en effet. Car l'ensemble de ce matériel provient de la fameuse armoire de matériel expérimental dite Matex, utilisée d'abord dans les écoles primaires vaudoises, et puis un petit peu en Suisse, depuis le milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 70. Ça va être l'occasion, Stéphane, de comprendre non seulement quelques principes de physique, mais aussi de comprendre comment a évolué l'enseignement des sciences à l'école primaire. Et c'est grâce à la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire qui a patiemment récolté, valorisé ce matériel que nous pouvons désormais retracer un pan de l'histoire des techniques et des sciences. Et vous verrez, c'est une histoire, en tout cas l'apprentissage des sciences à l'école, c'est une histoire qui est en lien avec l'industrie. Alors au milieu de tout ce fatras de laboratoire, Yvonne Cook, tout d'abord que j'accueille, merci d'être avec nous. Bonjour Yvonne Cook. Merci. Vous êtes présidente de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire. Merci de nous avoir apporté ce matériel scientifique. Ce n'est qu'une toute petite partie évidemment de la collection qui a été récemment transmise au musée cantonal d'archéologie et d'histoire. Il y a beaucoup plus de choses, on est d'accord Yvonne Cook. Oui, bien sûr. Ouais. Édouard Pahu est également avec nous. Bonjour Édouard Pahu. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à la retraite, vous connaissez bien ce matériel parce que vous l'avez utilisé tout simplement exactement avec vos élèves. Exactement. Vous avez traumatisé Guy Parmelin et des générations d'élèves. Peut-être. Oui, peut-être. Non, certainement pas tous, en tout cas, on l'espère. Et vous allez me suivre. Nous allons aller nous installer, vous allez vous installer derrière pour préparer une petite expérience. Voilà, vous quittez la table de là où se trouvent nos micros pour aller derrière nous. Et enfin, Christian Colongo, bonjour à vous. Bonjour. L'armoire à Matex, ça vous rappelle des souvenirs ou vous êtes trop jeune? Je suis trop jeune, je crois que j'étais pas encore né quand elle est arrivée dans les classes. Donc. Alors vous êtes professeur de physique au cycle des Coudriers à Genève, prof en grève ou pas en grève, enfin non, ça n'a rien à voir. Je vous demanderai pas plus de détails sur ce. Vous vous battez à différents niveaux pour que la physique en particulier soit mieux vulgarisée en milieu scolaire. Ça veut dire que la physique reste quand même un peu comme une espèce de chinois pour les élèves, c'est difficile. C'est difficile tout simplement parce que c'est abstrait et puis voilà, quand c'est abstrait, il faut s'y mettre à fond. Ouais. Et puis, si on n'est pas très passionné, on a de la peine à s'y mettre à fond. Bastien? Non, je trouve étonnant que vous disiez que c'est abstrait, parce que les maths, ça me paraît très abstrait. La physique, il y a plein d'expériences tout le temps. Je trouve ça assez concret. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que les expériences sont très concrètes, mais ce qu'on va pouvoir mettre en place pour expliquer, ça se fait souvent appel aux atomes, aux molécules qu'on voit pas, et donc ça reste très abstrait. La gravitation, c'est vraiment un truc absolument abstrait. Il y a des ficelles qui tirent les objets, mais on voit pas ces ficelles, et ça reste totalement mystérieux. Alors on va vous proposer de nous rejoindre sur Periscope. Si vous nous suivez sur Twitter, c'est pas compliqué, vous faites RTC QFD dans Periscope et il y a Annette Kléber qui nous filme. Nous sommes en direct, donc rejoignez-nous pour vivre ces expériences par l'image aussi en direct. Et puis il y a Sébastien Blanc qui est là aussi, et on mettra évidemment 2-3 extraits de ces expériences tout à l'heure sur Facebook. Donc première expérience, Édouard Pahu. Donc je rappelle, vous étiez enseignant à l'époque dans le canton de Vaud et vous êtes venu avec du matériel pour une première expérience autour de l'air, c'est ça, autour du vide? Autour du vide, exactement. Alors, vous avez devant vous 3 pompes à vide, une génération très ancienne, fabrication française, une autre qui appartenait strictement au matériel Matex, que l'on a évoqué tout à l'heure, et une un peu plus récente. Donc ça veut dire socle en fer? Exactement, alors que l'autre a un socle en bois. Oui, alors il faut juste qu'on décrive un peu plus. C'est des espèces de grandes cloches de verre. Le principe est simple. Pour les 3, on a un support, une cloche en verre,
une buse à l'intérieur et un piston qui permet de faire le vide, d'actionner, donc de tirer l'air. De sortir l'air qui est à l'intérieur de cette à l'intérieur de la pompe. Alors là, c'est une pompe, par exemple, du fin du 19e, début 20e, magnifique pompe. On essaie de l'actionner, mais on a essayé tout à l'heure, Édouard Pahu, et je suis pas sûr que ça va fonctionner. Elle fonctionne plus parce qu'il manque, Waouh, parce qu'il manque une pièce. Qui est un caoutchouc qui fait une rondelle ici qui fait isolation. On devrait l'imprégner de vaseline, fixer cette cloche exactement dessus de façon à ce que ce soit fermé hermétiquement et après on peut effectivement faire le vide. Mais pour cela, il faut que ce soit fermé hermétiquement. Donc celle-ci on peut pas l'utiliser. Par contre, on va faire une expérience alors avec une cloche qui fonctionne. Oui, alors celle-ci, on a mis vous voyez donc le caoutchouc retient exactement la vaseline. Ouais, donc il est placé au bas de la cloche. Mais il faut aussi que j'en mette un peu. Je pense autour. Alors vous rajoutez sur le socle sur lequel va venir se poser la cloche un peu de vaseline. Ce qu'on voit aussi, c'est une espèce de ballon. Un ballonnet, ballonnet. qui a un peu d'air à l'intérieur. Ballon de baudruche, ouais. Un ballon de baudruche, tout simple. Et là, vous replacez donc la cloche sur son socle. Bien vaselinée. Mais là aussi, elle a pris de l'âge, elle ne fonctionne plus très bien. Mais vous avez mis trop de vaseline, ça glisse. Mais ce qui est intéressant, Édouard Pahu, c'est-à-dire que vous donniez des cours de sciences. Oui. C'était des moments en classe qui se passaient comment? C'était la grosse rigolade, les élèves pouvaient... là on se marre là par exemple. Hein. les élèves pouvaient participer, c'était vous le prof? Les élèves participaient, en tout cas dans ma classe, ça se passait de la manière suivante. Disons une classe d'une vingtaine ou 24 élèves, on travaillait par groupe. Et autour de la table d'expérience, je prenais un seul groupe qui variait selon l'expérience de 4 à 6 enfants. Et puis, certaines expériences, le maître la conduisait de A jusqu'à Z lui-même, en particulier celles qui touchaient à l'électricité, parce que à cause des risques, ou certaines expériences de chimie. Par contre, d'autres expériences, les élèves pouvaient la faire eux-mêmes ou la répéter. Bon, celle-ci, elle marche pas pour l'instant. Non, donc, oui, mais je tiens, puis essayer de... Voilà, le ballon pour moi, c'est est en train de bouger. Le piston, oui. Alors, le ballon va se gonfler. Ouais, donc il se gonfle pas du tout. Ouais. Il se gonfle pas du tout. Mais on imagine. Il se gonfle au fur et à mesure que le vide d'air se fait entre le ballon et la cloche. Et alors, c'est incroyable. Donc ça marche pas, mais parce qu'on comprend que c'est du vieux matériel. Et qu'est-ce que ça montre alors ça? Alors ça montre tout simplement que la pression de l'air qui est à l'intérieur du ballon augmente par rapport à la pression de l'air qui est à l'intérieur de la cloche. Donc c'est pour mettre en évidence la pression de l'air, tout simplement. Christian Colongo, est-ce que vous êtes jeune prof de physique, est-ce que vous expliquez et vous faites exactement les mêmes genres d'expériences à l'école notamment des coudriers, donc avec des primaires? Oui, tout à fait. Alors exactement, la seule chose qui change, c'est que maintenant on a des pompes électriques qui marchent des fois. Et puis, mais on utilise aussi des pompes à vélo, par exemple, ou avec des bouteilles en PET, et puis qu'on a modifié pour pouvoir fixer une pompe à vélo dessus, et puis faire le même type d'expérience et le même type de raisonnement que les élèves de l'époque. Yvonne Cook, ce matériel qui ne marche donc plus tellement bien, on l'aura compris, issu de cette fameuse armoire à Matex, matériel pour des expériences scientifiques. En gros, elle contenait quoi? Il y avait quoi dans cette armoire? Alors, dans cette armoire, il y avait plus de 130 objets différents qui pouvaient aller depuis le bécher jusqu'à la vis ou aux piles, le clencher. Souvent, ils provenaient de la région très locale, c'est-à-dire comme c'est un matériel principalement vaudois, qui avait été soutenu par l'Office de l'électricité, eh bien, ce matériel avait une connotation très vaudoise, je dirais. Mais il y avait effectivement plus de 130 petits objets différents. On trouve aussi bien du lest métal que du sulfure, voilà. Oui, ou bien la limaille. Ça, c'est du lest métal, oui. Ah, ça, c'est du lest métal. Permettez-moi, ça quoi de vaudois, ça? C'est rien de vaudois, ça?
Le lèse-métal. Oui, par exemple. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait de particulièrement. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulièrement vaudois? Alors, il y avait surtout toutes les piles de clencher. Hein. Ah, évidemment, entreprise phare. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, il y avait aussi du matériel allemand, comme la fameuse balance Roberval, mais qui était fabriquée chez Adler en Allemagne, par exemple. Et en fait, on parle d'industrie, mais ces cours étaient donnés en lien avec l'industrie? Oui, alors ces cours étaient surtout prévus pour les garçons. Pour les garçons qui se destinaient à entrer en apprentissage et pour essayer de valoriser les métiers techniques tels que technicien, électricien, monteur en électricité, parce que vraiment, on avait besoin de développer ces professions-là et puis de sensibiliser ces jeunes enfants qui arrivaient à la fin de leur scolarité pour entrer dans un apprentissage. Est-ce qu'on faisait beaucoup, Yvonne Cook, d'expériences dans les années 50-60 autour de la biologie? Je parle pas de dissection de grenouilles vivantes, que j'ai vécu en Valais, vivantes. Mais est-ce qu'on faisait beaucoup de biologie? Parce qu'on avait peut-être plus besoin d'électromécaniciens que de biologistes. Je parle bien des années 50. Oui, on faisait en biologie, on faisait plutôt de la botanique. Oui, c'était pas de la biologie, parce qu'il fallait que à ce niveau-là, on connaisse bien les plantes et puis qu'on connaisse tout ce qui était lié à la culture et l'agriculture. Mais on faisait pas d'expérience, on faisait pas de dissection dans les classes primaires. Non. Aujourd'hui, Christian Colongo, alors là vous avez l'exemple du canton de Genève, les cours de sciences sont adaptés au marché du travail? Pas spécialement, non. À mon avis. Non. C'est pas le but, on vous demande pas le but. de... Il y a évidemment que le but, c'est que les élèves sachent raisonner en sortant de l'école, et de fait, on va choisir des contenus qui leur permettent de raisonner et qui vont être en adéquation avec ce qu'ils auront besoin de faire après l'école. Mais excusez-moi, vous travaillez beaucoup avec des grands instituts, je pense au CERN, Bioscope à Genève, Physiscope, c'est-à-dire que ce sont des laboratoires plutôt publics. Vous travaillez avec eux? Parce que finalement, vous avez peut-être pas les moyens dans une classe de primaire, enfin d'enfants de 13, 14 ans, il y a peut-être pas le matériel pour faire des expériences. Alors, c'est pas obligatoirement une question de matériel, mais il y a aussi ce côté extraordinaire de la science et le fait de sortir de la classe pour aller faire des activités de science, ça donne un poids particulier à ce qu'on va faire, par exemple au Physiscope ou Bioscope. Par contre, il faut bien se rendre compte que ça va pas concerner tous les élèves, parce que chaque enseignant peut pas aller au Bioscope une fois dans l'année avec sa classe, il n'y aurait pas assez de place. Donc si on veut vraiment avoir un enseignement de sciences de fond, c'est ce qui se passe dans la classe qui est important. Le CERN, le Bioscope, le Physiscope sont des sortes d'étincelles comme ça qu'un prof dynamique va prendre pour donner goût à ses élèves. L'étincelle d'un prof dynamique, c'est joli, Sarah? Oui, justement, l'étincelle d'un prof dynamique. Je me tourne vers Édouard Pahut. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en socle? Deuxième expérience. Si vous nous rejoignez dans CQFD, venez sur Periscope aussi. Nous sommes en train d'essayer de reproduire des expériences de physique en particulier enseignées dans les années 50 dans le canton de Vaud. Alors là, qu'est-ce qu'on a effectivement? Un socle, donc un support avec une tige en métal verticale, placée horizontalement avec 10 crochets et puis des crochets en S, donc comme chez le boucher, comme chez le boucher, simplement ils n'ont pas de pointe. Et cet appareil-là va dans le droit fil de l'idée du tâtonnement expérimental chez l'enfant et de la réflexion pour aboutir ensuite à une règle, à une loi qu'ils peuvent formuler avec leurs mots. Est-ce que vous voulez faire une expérience avec Sarah? Par exemple, je place par exemple un crochet ici, forcément. Ça fait tomber la balance d'un côté, ça fait pencher. Puis je donne aux élèves, par exemple, 2 autres crochets et je leur demande de les placer, les deux, obligatoirement les deux, sur l'autre partie de la balance, de façon à rééquilibrer. Bah attendez, je peux essayer. Oui, alors je prends les 2 crochets là et je les mets de l'autre. Alors évidemment si je les mets de l'autre côté, alors là j'en mets un pour l'instant, mais je dois mettre le deuxième. Non, il faut les mettre les deux. Il faut mettre les deux. Attends. C'est le tâtonnement, il essaye. Là je tâtonne, oui, alors beaucoup. Avec moi il faudra la patience. Il va tâtonner longtemps. Il va tâtonner longtemps. Bah oui, j'aurais fait exactement la même chose que vous. C'est-à-dire que c'est l'échec. Ah non, j'ai réussi plus ou moins. Regardez. Équilibre. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
l'explication est la suivante. Donc, ici, vous êtes au 4e crochet. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 espaces et un crochet. Je multiplie très à l'extérieur de la balance. Je multiplie le nombre d'espaces par le nombre de crochets. Donc, j'obtiens 4. Et ici, la même chose. J'ai 1 plus 1, 2, 3 qui fait 4. Les deux côtés de la balance, il y a 2 moments, comme on dit, qui font que l'équilibre est réalisé. C'est la seule possibilité? Non, il y en a. Avec 2? Non, il y en a une autre. Vous allez tâtonner un peu. Oui, non, là, je raisonne à vous. Voilà, par exemple. Donc là, j'ai 2, et 2 fois 2, donc 4, la même chose que ce côté. Est-ce que les filles, Édouard Pahut, étaient très attentives? Y en avait-il beaucoup durant vos cours de sciences? C'est des sciences, disons, tout à fait simples. Et elles participaient, effectivement, tout à fait. C'était mixte, j'avais une classe mixte. Et elles suivaient exactement le même programme que les garçons, à ce moment-là, dans cette classe. Et puis, on pouvait multiplier le nombre d'expériences. Et petit à petit, le pourquoi que le maître posait amenait les élèves à réfléchir et éventuellement à formuler d'une façon très simple une loi. Ouais, Christian Colombo, voilà. Ça c'est un exercice comme celui-ci, celui de la balance où il faut mettre des crochets d'un côté et de l'autre pour essayer de voir comment ça peut s'équilibrer. Ça existe encore, ça se fait? Alors ça, on pourrait encore faire parce que c'est tout à fait dans l'esprit et dans le contenu, sauf que dans le plan d'études roman, on n'a pas choisi d'étudier cette partie-là des sujets de mécanique, mais ce serait tout à fait adapté à l'âge de nos élèves. Mais on parlait des filles. Y a-t-il beaucoup de filles justement dans vos classes? Dans mes classes, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Même dans les classes de sciences, des élèves qui ont choisi les options sciences, on en a bientôt 50%. Peut-être que le niveau qui manque encore, c'est le niveau des universitaires, des profs d'uni. Ça reste un milieu très masculin, même si on voit que ça change. Il y aura par exemple Madame Gianotti, future directrice du CERN, qui va prendre ses fonctions au 1er janvier. Donc des postes importants. Il nous faudrait des Marie Curie, si on veut, pour donner cet exemple de femmes qui réussissent, de femmes extraordinaires. Au passage, on accueillera demain en grande invitée la future directrice du Centre de médecine légale Romans. C'est une femme, elle a 35 ans, et donc c'est peut-être le signe d'une nouvelle génération qui pourrait de montrer que les choses changent effectivement pour les femmes aussi. Ces cours de sciences, qu'on soit dans les années 50, 60, 70 ou dans les années 2015, eh bien c'est 2 heures hebdomadaires de sciences. C'est suffisant? C'est trop? C'est pas assez? Alors, c'est toujours une question, c'est une question compliquée. Ce qui est sûr, c'est que c'est moins que ce que fait la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, on enseigne plus les sciences dans d'autres pays autour de nous. Et puis, évidemment, les maîtres de sciences vous diront que plus ils en ont, plus ils arriveront à remplir leurs objectifs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Yvonne Cook, comment est-ce qu'on faisait de la science en milieu scolaire avant qu'il y ait cette armoire Amatex, cette armoire qui propose toute une série d'expériences? On se basait sur quoi pour enseigner de la science aux jeunes élèves? Alors, si on était dans le canton de Vaud, il y avait 2 systèmes très différents. L'école obligatoire, qui était primaire, qui allait donc depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, était relativement mal dotée en matériel scientifique. Par contre, les enfants qui entraient à l'âge de 10 ans au collège, qui étaient en général des garçons, parce que l'écolage coûtait relativement cher, et les parents préféraient envoyer leurs garçons au collège. À Lausanne, il y avait un collège classique cantonal. Dans les communes, ils étaient communaux, mais ces collèges-là étaient dotés de matériel somptueux, souvent, parce que c'était un matériel qui était acheté pour l'élite du canton. Ce qui était très différent. La première armoire Matex, quand elle a été introduite, c'était justement pour pouvoir essayer de pallier à ce manque d'éléments et puis pouvoir offrir aux élèves du primaire un matériel qui soit plus fonctionnel que ce qu'on avait auparavant, qui était un matériel de fortune. Donc avant, on allait utiliser la casserole de la cuisine, on allait utiliser le verre qui était disponible, on prenait des tuyaux où on pouvait en trouver, mais disons que auparavant,
c'était vraiment matériel de fortune. Et grâce à cette armoire Matex qui est arrivée dans les classes primaires, dans les années 54, on a pu commencer à proposer une démarche plus scientifique aux garçons comme aux filles. Mais c'est quand même resté assez masculin. Édouard Paillut est en train de préparer une dernière expérience. Alors pendant qu'il est en train de le faire, on va pas la faire tout de suite. 2 mots sur la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire que vous présidez, donc Yvonne Cook. Ce matériel scolaire n'est malheureusement pas exposé sous forme d'un musée du patrimoine scolaire. Ça vaudrait la peine de le faire, ça. Alors, on a développé un musée virtuel, puisque en fait, on n'a pas la possibilité d'avoir un musée en dur. Et puis, à l'heure actuelle, toute notre collection est transmise à l'État, parce que nous n'avons pas les forces nécessaires pour pouvoir conserver ce matériel, pour pouvoir le documenter, ou bien justement, ne serait-ce que le restaurer. Ouais. La fameuse cloche, la fameuse pompe à air d'Erol est une pompe à air qui a été restaurée par le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire lors d'une de nos expositions en 2003, qui a eu lieu à l'espace Arlot. Mais le musée virtuel rassemble tous ces différents éléments de collection, et grâce au musée virtuel, vous pourrez bientôt voir la visite guidée qui s'appelle Autrefois les sciences et qui présente les activités autour de la armoire Matex. Mais avant Noël, nous vous mettrons en ligne un certain nombre de photos de classe que nous avons déjà en amont, parce que tout le travail de préparation de ce musée virtuel nécessite beaucoup d'activités de la part de bénévoles principalement. Voilà, un peu d'eau, c'est ce qu'il fallait, Édouard Paillut. Voilà. Alors, l'intérêt de cette petite expérience, c'est qu'elle peut être reproduite chez vous. Ouais, alors vous avez rempli, mais jusqu'à ras-bord, un verre d'eau, tout à fait ordinaire, que vous avez dans toutes les cuisines. Et vous posez... Je pose dessus une feuille de papier, si possible pas du papier journal qui est trop absorbant. Je plaque. Votre main, vous retournez le verre. Oh, j'ai fait une faute et puis elle va couler. Non. Ah non, ça tient, incroyable. Et le papier tient même après avoir renversé le... Alors je vous recommande de faire sur un lavabo. Oui. Alors le principe. Là vous avez tiré sur la feuille, donc l'eau est retombée. Ça tient parce que la pression de l'air s'exerce. Ça montre que la pression de l'air s'exerce dans tous les sens, de bas en haut, de haut en bas, de gauche à droite et ainsi de suite. Si bien que la pression de l'air qui s'exerce ici de bas en haut maintient le papier contre l'eau. Voilà. D'accord. Alors vous avez aussi pris avec vous, alors très rapidement, Édouard Paillut, une sorte de bécher, un câble en caoutchouc, un tuyau, et puis c'est simplement un ballon de baudruche. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Simplement, on peut aspirer l'air, puisque la pompe ne va pas. Je ferai la pompe. La pompe à vide. Donc, en aspirant l'air, la pression de l'air qui vient depuis dessus va enfoncer, tout simplement, le ballon de baudruche. Et donc le ballon... Oui. Donc il est enfoncé, puis je peux le tourner dans tous les sens aussi. C'est pas très impressionnant à voir, pour tout vous dire. Donc vous avez ce ballon qui recouvre le sommet. Alors il s'est enfoncé tout simplement parce que la pression de l'air, maintenant que j'ai retiré un peu d'air du bocal, la pression s'exerce extérieure est plus forte que la pression intérieure. Par conséquent, la membrane s'incurve contre le bas. Mais ça sert à quoi d'apprendre ça? Alors, ça montre que c'est une affaire de pression, de montrer que la pression s'exerce aussi, et si je tourne, elle continue à s'exercer de la même manière dans tous les sens. C'est un peu la même chose que l'eau, mais l'eau, c'était du matériel tout à fait artisanal, tandis que là, j'ai quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Et puis par exemple, on comprend, Stéphane répond à votre question, on comprend pourquoi on ne peut pas cuire de spaghettis à la Jungfraujoch. Alors ça, je vois pas le lien avec ce qu'on vient de voir. Il y a un lien avec la pression, parce que l'eau bout, voilà, etc. D'accord, très bien. C'est juste, Christian Colongo? Oui, il y a un lien, en effet. Il y a un lien. Donc ça c'est alors typiquement genre l'expérience avec l'eau tout à l'heure, évidemment on peut la reproduire aisément chez soi, c'est rigolo. Merci beaucoup à nos trois invités. Juste peut-être revenir avec vous Yvonne Cook sur cette idée de musée, puisqu'il nous reste encore une minute. On le trouve déjà en partie sur internet. Nous avons introduit une version qui s'appelle 1.0 au mois d'octobre l'année dernière, et puis la nouvelle version va être arrivée en 2.0
2.0 au début mars de cette année. Ouais. Mais entre-temps, vous allez déjà avoir d'autres éléments que vous pourrez regarder. Que certaines acquisitions, on va les mettre pour Noël sur le site. D'accord. Et le site s'appelle www.musée-école au pluriel.ch. Oui, est-ce que le manuel de l'UNESCO pour l'enseignement des sciences sera sur votre site? Parce que c'est un livre que vous nous avez apporté, un livre qui date de 1957, et c'est intéressant lorsque première page, il est marqué « Qu'est-ce que la science ?» La première question que se posent les élèves, eh bien, il faut donner d'autres définitions que celles que l'on donnait autrefois. Et bon, il faut pas parler non plus des glands, des grenouilles. Des glands? Oui, des glands, c'est marqué. Des tulipes. Qu'est-ce que la science, nous dit ce livre? Eh bien, c'est l'étude des problèmes qui se posent partout où les enfants vivent. Je pense que c'est une très jolie définition. Tout à fait. Merci à nos trois invités de nous avoir rejoints à l'invitation de Sarah Diren, et à retrouver donc très très vite sur Facebook toutes ces expériences qu'on vous a proposées ce matin en direct dans CQFD. CQFD sur la première.